Ma mère a exigé que je donne ma maison de ville entièrement payée à ma sœur parce que tu n'as pas d'enfant. Ce que j'ai découvert ensuite l'a envoyée en prison. Salut les amis, avez-vous une histoire à raconter? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous. C'est rapide pour vous, mais cela signifie beaucoup pour nous. Allez, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais j'ai besoin de savoir si je suis en train de devenir fou. Je m'appelle Nathan, j'ai 30 ans, et ma famille est en train d'exploser parce que je ne veux pas donner ma maison de ville à ma sœur cadette, Jessica, 26 ans. Permettez-moi de commencer par quelques antécédents. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans et Jessica 8 ans. Mon père a déménagé à travers le pays pour le travail et s'est progressivement éloigné de nos vies. La pension alimentaire arrivait sporadiquement. Les visites sont devenues des appels téléphoniques. Les appels téléphoniques sont devenus des cartes d'anniversaire, et finalement même celles-ci ont cessé. Ma mère, Hélène, 56 ans, a fait de son mieux, mais l'argent était toujours juste. J'ai vu ma mère lutter et j'ai décidé très tôt que je ne serais jamais dans cette position. Pendant que Jessica faisait la fête au lycée, j'étudiais. Pendant qu'elle abandonnait le lycée technique 2 fois, je travaillais 2 emplois pour payer mon diplôme en comptabilité. Quand elle est tombée enceinte à 19 ans d'un homme qu'elle connaissait depuis 3 mois, je vivais de nouilles instantanées et j'économisais chaque sou pour un acompte sur une maison. Je ne dis pas cela pour être dur. Jessica a eu la vie dure. 3 enfants à 26 ans, 2 pères différents qui ont tous les deux disparu, et elle vit dans le sous-sol de ma mère depuis 2 ans. Son ex-mari, Brandon, a une ordonnance restrictive contre lui après un incident domestique l'année dernière. Elle travaille à temps partiel dans une garderie, ce qui couvre à peine ses dépenses. Il y a 2 ans, j'ai acheté ma maison de ville. Ce n'est rien d'extraordinaire, un 3 pièces avec 2 salles de bain dans un bon quartier scolaire. J'avais économisé pendant 8 ans, travaillant 60 heures par semaine, sautant les vacances, conduisant la même Honda cabossée depuis l'université. Le jour où j'ai eu les clés a été l'un des moments les plus fiers de ma vie. Dimanche dernier, ma mère m'a invité à dîner. J'aurais dû me douter de quelque chose quand elle a préparé mon plat préféré. Après le dessert, elle m'a assis avec une expression sérieuse et a dit « Nathan, nous devons parler de ta situation de logement. » J'ai pensé qu'elle allait peut-être me demander d'emménager avec moi, mais non, elle voulait que je cède ma maison de ville à Jessica. Ces mots exacts, les enfants de Jessica ont besoin de stabilité. Ils ont besoin d'une vraie maison, pas d'un sous-sol. Tu es jeune, célibataire, sans enfant. Tu peux facilement trouver un appartement, mais ces bébés ont besoin d'un jardin, de leur propre chambre, d'une bonne école. Tu leur donnerais un avenir. Je suis restée là, sidérée, pendant que ma mère exposait son plan. Je retournerai vivre chez elle temporairement, j'économiserai pour un autre endroit. Jessica prendrait en charge les paiements hypothécaires une fois qu'elle serait sur pied. Maman avait même cherché comment faire un acte de renonciation. Quand j'ai finalement trouvé ma voie, j'ai demandé, « Tu me demandes sérieusement de donner la maison pour laquelle j'ai travaillé près d'1 décennie pour acheter ?» La réponse de ma mère, ce n'est pas la donner. C'est investir dans ta famille. Jessica n'a pas eu les mêmes opportunités que toi. Elle a eu des enfants jeunes. Elle fait de son mieux. J'ai fait remarquer que Jessica avait eu les mêmes opportunités. Elle a juste fait des choix différents. Maman m'a accusé d'être égoïste, de punir Jessica pour des erreurs qu'elle avait commises adolescente. Elle a dit que j'étais devenu froid, matérialiste, que l'égoïsme de mon père avait déteint sur moi malgré son absence. Cela m'a blessée. J'ai envoyé de l'argent à ma mère tous les mois depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Je garde régulièrement les enfants de Jessica. J'ai payé les réparations de sa voiture l'année dernière, j'ai acheté toutes les fournitures scolaires des enfants, j'ai couvert les impôts fonciers de ma mère quand elle a pris du retard, mais apparemment, garder la maison que j'ai achetée me rend égoïste. Je suis partie sans accepter quoi que ce soit. Depuis, j'ai reçu 17 SMS de ma mère sur la responsabilité familiale, plusieurs publications Facebook qu'elle pense que je ne peux pas voir sur les enfants qui oublient d'où ils viennent. Un long email de Jessica expliquant comment ses enfants pleurent pour s'endormir dans le sous-sol. Des appels de 3 proches différents me disant de faire ce qu'il faut. La sœur de ma mère,
Tante Patricia m'a traité de sans cœur. Ma cousine Michelle a dit que j'étais la raison pour laquelle les enfants de Jessica grandiraient dans la pauvreté. La meilleure amie de ma mère, Carole, qui me connaît depuis que j'ai 5 ans, m'a dit qu'elle était déçue de l'homme que j'étais devenu. Le fait est que je comprends. La situation de Jessica est difficile. Les enfants sont innocents dans tout cela. Emma, 7 ans, Michel, 5 ans, et Olivia, 3 ans, ne méritent pas de souffrir à cause des choix de leurs parents. Mais comment est-ce ma responsabilité de céder ma maison? J'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans. Chaque décision que j'ai prise a été prudente, calculée, responsable. Pas d'enfant avant d'être financièrement stable. Pas de maison avant d'avoir un acompte de 20%. Pas de vacances que je ne pouvais pas me permettre. Pendant ce temps, Jessica a fréquenté des bons à rien, a gaspillé ses opportunités en faisant la fête et a eu des enfants avec des hommes qui ne resteraient pas. Mais quand j'exprime cela, on me dit que je blâme la victime. Que je ne comprends pas à quel point la maternité monoparentale est difficile. Que je suis privilégiée parce que je n'ai pas eu d'enfant jeune. Comme si ma stabilité actuelle n'était pas le résultat direct d'une décennie de sacrifices et de planification minutieuse. Suis-je vraiment égoïste ici? L'obligation familiale devrait-elle s'étendre à l'abandon de sa maison? J'ai l'impression de devenir fou. Tout le monde sauf mon meilleur ami pense que je suis un monstre. Même ma petite amie Sarah a dit qu'elle comprenait ma mère, même si elle ne pensait pas que je devais céder la maison entièrement. Peut-être juste laisser Jessica y vivre un moment. La culpabilité me ronge. Je passe devant la garderie des enfants de Jessica et je les imagine dans mon jardin, ayant leur propre chambre, allant à la bonne école primaire voisine. Puis je me souviens des années d'heures supplémentaires, des repas sautés, des nuits où j'étudiais jusqu'à 3 heures du matin en travaillant à temps plein, et je me mets en colère à nouveau. Que feriez-vous? Mise à jour 3 jours plus tard. Je n'avais pas l'intention de mettre à jour si tôt, mais quelque chose s'est produit qui a tout changé. Après avoir lu vos commentaires, merci à tous ceux qui ont répondu. J'ai décidé de rester ferme. Beaucoup d'entre vous ont souligné des signaux d'alarme que je n'avais pas pris en compte, notamment concernant le transfert de l'hypothèque et les antécédents de Jessica en matière de responsabilité financière. J'ai envoyé un SMS à ma mère pour lui dire que ma décision était définitive. Je ne donnerai pas ma maison à Jessica. L'explosion familiale a été immédiate. Ma mère m'a appelé en pleurant, disant que je condamnais ses petits-enfants à la pauvreté. Jessica a envoyé un message vocal m'insultant de noms que je ne répéterai pas ici. Tante Patricia a publié sur Facebook des messages sur des membres de la famille qui accordent plus de valeur à la propriété qu'au sang. C'était brutal, mais j'ai tenu bon. Puis hier, tout a basculé. Mon voisin Richard m'a envoyé un SMS vers 10 heures. C'est un ancien militaire à la retraite, très observateur, il surveille le quartier. Son message: j'ai vu quelqu'un chez toi. Je pensais que tu devrais savoir. J'étais au travail, alors je lui ai demandé de décrire la personne. Grand type d'environ 30 ans, conduisant un pick-up noir. Mon sang s'est glacé. Cela ressemblait à Brandon, l'ex de Jessica avec une ordonnance restrictive. J'ai immédiatement quitté le travail et suis rentré chez moi. Bien sûr, il y avait un pick-up noir dans mon allée. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a sidéré. Jessica transportait des cartons du camion dans ma maison par ma porte d'entrée. Avec une clé. Je me suis garé dans la rue et j'ai appelé la police, puis je me suis approché prudemment. Par la fenêtre, je pouvais voir Jessica et Brandon déplacer des meubles dans mon salon. Mes meubles étaient empilés dans le garage. Quand la police est arrivée, Jessica a essayé de faire comme si de rien n'était. Elle leur a dit qu'elle gardait la maison de son frère. Elle avait une clé, que je lui avais donnée pour les urgences il y a 2 mois et que j'avais oubliée. Brandon est resté silencieux, sachant qu'il violait l'ordonnance restrictive en étant près de Jessica. J'ai montré aux agents mon titre de propriété, ma carte d'identité, j'ai expliqué la situation. Jessica a éclaté en sanglots, affirmant que je lui avais promis la maison et que je me rétractais maintenant. Elle a dit qu'elle avait déjà dit aux enfants qu'ils déménageaient, qu'elle les avait inscrits à l'école locale, et qu'elle avait même fait suivre son courrier.
Les agents les ont fait partir et ont dit à Jessica qu'elle devait rendre la clé. Brandon a été arrêté pour violation de l'ordonnance restrictive. Il s'avère qu'elle était toujours active malgré les affirmations de Jessica selon lesquelles ils arrangeaient les choses. Mais voici où ça empire. Pendant que Jessica pleurait devant la police, elle a laissé échapper que ma mère lui avait dit que j'avais déjà accepté le transfert. Que ma mère avait dit que je ne faisais que du cinéma, mais que je finirais par céder. Jessica pensait sincèrement que je finirais par craquer et avait décidé d'accélérer le processus. Après leur départ, je suis entrée pour évaluer les dégâts. Ils avaient déjà repeint les murs de mon salon. La couleur que j'avais passé un week-end à choisir était maintenant recouverte d'un rose vif. Ils avaient arraché mes étagères soigneusement installées dans les chambres destinées aux enfants. Mon bureau à domicile avait été transformé en chambre de bébé. Mon bureau et mon équipement informatique étaient entassés négligemment dans le garage. J'ai immédiatement appelé un serrurier et fait changer toutes les serrures. Puis j'ai appelé maman. La conversation a été éclairante. Maman a admis qu'elle avait dit à Jessica que la maison était pratiquement la sienne. Elle était tellement sûre que je céderais à la pression familiale qu'elle avait encouragé Jessica à commencer à planifier le déménagement. Quand j'ai posé des questions sur Brandon, maman a dit que Jessica méritait une seconde chance en amour, que Brandon avait changé, que l'ordonnance restrictive n'était que Jessica faisant du cinéma pendant une période difficile. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. L'ordonnance restrictive datait du moment où Brandon avait poussé Jessica dans les escaliers alors qu'elle tenait bébé Olivia. L'homme est dangereux et ma mère facilitait leur retrouvailles. J'ai dit à ma mère qu'elle n'était plus la bienvenue chez moi. Que j'en avais assez d'être le distributeur automatique de la famille. Que le fait d'encourager les mauvais choix de Jessica allait blesser quelqu'un. Ma mère m'a traité de cruelle. Elle a dit que l'abandon de mon père m'avait rendu froid. Que je le regretterais quand elle ne serait plus là. J'ai raccroché. Hier soir, j'ai reçu un appel de l'école des enfants. Jessica m'avait désigné comme contact d'urgence lorsqu'elle les avait inscrits et ils avaient besoin de vérifier les informations. J'ai expliqué la situation et ils m'ont remercié pour la clarification. Apparemment, Jessica leur avait dit qu'elle était la propriétaire et que j'étais un colocataire qui déménageait. Aujourd'hui, je fais installer des caméras de sécurité et je rencontre un avocat pour une ordonnance de cessation et d'abstention. Je rassemble également les reçus de tout l'argent que j'ai donné à ma mère et à Jessica au fil des ans. Cela totalise plus de 30 000 €. Le harcèlement familial s'est intensifié. On me traite de tout, de sans cœur à diabolique. Tante Patricia est passée devant ma maison et m'a crié dessus depuis sa voiture. L'amie de ma mère, Carole, m'a laissé un message vocal disant qu'elle espérait que je n'aurais jamais d'enfant parce que je serais un père terrible. Mais chose intéressante, mon père m'a contacté. Apparemment, tante Patricia a tellement publié sur Facebook que cela a atteint sa famille. Il m'a appelé hier soir, la première fois en 3 ans. Il a dit qu'il était fier de moi pour avoir tenu bon, qu'il était parti en partie à cause de la complaisance de ma mère envers Jessica, même enfant, et de sa manipulation financière constante. Il a proposé de m'aider avec les frais de justice si nécessaire. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais pour l'instant, je me concentre sur la protection de ma maison et l'établissement de limites. Vos commentaires m'aident à réaliser qu'il ne s'agit pas d'une maison. Il s'agit d'un schéma de droit et de manipulation qui dure depuis des années. Mise à jour 2, une semaine plus tard. La situation a explosé en quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Après ma dernière mise à jour, je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus folles. J'avais tort. Je suis assis ici avec mon ordinateur portable, essayant de digérer ce qui a été découvert, et je dois le documenter pendant que c'est frais. Suite à la tentative de prise de possession de la maison, j'ai engagé une avocate, Maître Chen, spécialisée en droit de la famille et en affaires de fraude. Elle m'a conseillé de faire une révision financière complète de mes relations familiales et de tout documenter. C'est là que les choses ont commencé à se défaire. D'abord, les caméras de sécurité que j'ai installées ont capté quelque chose d'intéressant. Ma mère est passée devant ma maison plusieurs fois par jour. Mais plus inquiétant, elle photographiait ma maison et prenait des notes. Mon voisin Richard a mentionné qu'elle l'avait interrogé sur mon emploi du temps et sur la fréquence à laquelle Sarah restait.
Puis, il y a 3 jours, j'ai reçu un appel des services de protection de l'enfance. Quelqu'un avait signalé que je permettais à des enfants de vivre dans des conditions dangereuses dans mon sous-sol. Le rapport prétendait que j'étais le propriétaire de Jessica et que je refusais de réparer des problèmes de moisissure qui rendaient les enfants malades. Les services de protection de l'enfance devaient enquêter. Heureusement, l'enquêteur, Mademoiselle Dubois, a été professionnelle et a rapidement réalisé que le rapport était faux. Mais elle a partagé quelque chose d'intéressant. C'était le 3e rapport concernant les enfants de Jessica en 2 mois. Tous de sources différentes, tous avec des informations contradictoires. Ce soir-là, mon avocate a appelé avec une nouvelle urgente. Elle avait fait des recherches et découvert quelque chose de choquant. Jessica percevait une pension alimentaire de 3 hommes différents pour les mêmes enfants. Voici comment le stratagème fonctionnait. Le père biologique d'Emma, Jacques, paie 400 € par mois en pension alimentaire ordonnée par le tribunal. Le père de Michel, Robert, paie 350 € par mois. Mais voici le coup de théâtre. Jessica percevait 500 € par mois d'un 3e homme, David, affirmant qu'il était le père d'Olivia. Le problème, David vit dans une autre région et paie volontairement sur la parole de Jessica. Il n'a jamais rencontré Olivia, n'a jamais fait de test de paternité. Et Jessica l'a rencontrée lors d'une conférence professionnelle alors qu'elle était déjà enceinte de 6 mois. Mais attendez, ça empire. Maître Chen a découvert que ma mère aidait Jessica à maintenir cette fraude. Ma mère a un compte bancaire séparé où les paiements de David vont, qu'elle transfère ensuite à Jessica en petites sommes pour éviter la détection. Elles font cela depuis 3 ans. De plus, Jessica recevait des allocations de bien-être complètes en déclarant 0 pension alimentaire, des bons alimentaires pour un ménage de 4 personnes, des chèques de garde d'enfants subventionnés, des fonds d'aide familiale d'urgence de 3 églises différentes. Ma mère la conduisait dans différentes églises en rotation. Le total que Jessica et ma mère collectaient s'élevait à près de 4 000 € par mois sous diverses formes de soutien tout en prétendant la pauvreté. Quand Maître Chen a expliqué les ramifications légales de cette fraude parjure, complot, je me suis senti mal. Mais elle a dit qu'il était crucial que je le sache avant qu'elle n'essaie d'aggraver la situation. Et elles ont aggravé la situation. Il y a 2 jours, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Jessica me poursuivait pour expulsion illégale et rupture de contrat verbal. Elle affirmait que j'avais accepté de lui donner la maison et qu'elle avait subi des dommages du fait que je ne respectais pas l'accord. Elle voulait la maison ou 200 000 € de dommages et intérêts. Son avocat, il s'avère, est le fils de l'ami de ma mère, Carole, fraîchement diplômée de l'école de droit et apparemment inconscient de la situation complète. Maître Chen l'a appelé, lui a exposé ce que nous avions découvert et a suggéré qu'il voudrait peut-être vérifier les affirmations de sa cliente avant de poursuivre. Il a abandonné l'affaire en quelques heures, mais la vraie bombe est arrivée hier. L'ex-femme de Brandon, Melissa, m'a contacté via Facebook. Elle avait entendu parler du drame par des amis communs et voulait me prévenir. Brandon et Jessica étaient ensemble depuis le début. L'ordonnance restrictive était une arnaque. Voici leur escroquerie. Jessica obtient l'ordonnance restrictive après un incident mis en scène. Cela lui permet de se déclarer mère célibataire pour obtenir le maximum d'allocations. Brandon vit officiellement avec sa mère, mais passe toutes les nuits chez ma mère avec Jessica. L'ordonnance restrictive empêche également les tribunaux de forcer Brandon à payer une pension alimentaire pour Michel, son fils biologique, car tout contact violerait l'ordonnance. Melissa le sait parce que Brandon a tenté la même arnaque avec elle il y a des années. Elle a des documents, des SMS, même des enregistrements de Brandon se vantant de manipuler le système. Elle essayait de le signaler depuis des années, mais personne ne la croyait parce que Brandon et Jessica sont des victimes si convaincantes. Hier soir, j'ai eu un appel Zoom familial avec la famille de mon père, des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ils ont partagé leurs propres histoires sur ma mère et Jessica. Apparemment, ce comportement remonte à des décennies. Ma mère menait diverses escroqueries avant même le divorce, fausse collecte de charité, accident mis en scène pour l'argent de l'assurance, et même vendre la même voiture à plusieurs personnes en affirmant qu'elle avait été volée. Mon père ne nous a pas abandonnés. Il est parti après que ma mère ait tenté de le piéger pour violence domestique afin d'obtenir un meilleur règlement de divorce.
Il a des documents de ses menaces de lui ruiner la vie s'il ne lui donnait pas tout. Il s'est battu pour la garde, mais ma mère a convaincu tout le monde qu'il était dangereux. Il a abandonné après avoir fait faillite à cause des frais de justice. Mon oncle Christophe, le frère de mon père, m'a raconté une fois où ma mère avait essayé de le poursuivre pour une fausse blessure sur sa propriété. Mon cousin Antoine a partagé comment Jessica avait volé son identité pour ouvrir des cartes de crédit quand elle avait 19 ans. La famille regardait ce drame se dérouler sur Facebook, horrifiée mais pas surprise. Ce matin, Maître Chen a appelé pour me conseiller. Tout documenter, mais ne plus interagir. Laisser les autorités gérer l'enquête pour fraude. Me protéger et protéger mes biens. Envisager une ordonnance restrictive si le harcèlement continue. Mais voici le rebondissement. Il y a 2 heures, Jessica m'a appelé en pleurant, vraiment en pleurant, pas des larmes de manipulation. Brandon avait été arrêté de nouveau, cette fois pour avoir agressé sa mère quand elle avait refusé de lui donner de l'argent. Avec lui en prison et faisant face à de graves accusations, Jessica avait peur. Elle a tout avoué. L'arnaque de l'ordonnance restrictive, la fraude à la pension alimentaire, l'implication de ma mère dans tout cela. Elle était piégée dans le cycle des combines de ma mère depuis qu'elle était adolescente. Ma mère l'a convaincue de tomber enceinte la première fois, promettant qu'elles obtiendraient plus d'avantages. Chaque mauvaise décision que Jessica a prise était avec ma mère tirant les ficelles, promettant que tout irait bien, qu'elle serait prise en charge. Elle a dit quelque chose qui m'a frappé, « Tu t'en es sorti, Nathan. Tu as été assez intelligent pour voir à travers ces manipulations et assez fort pour résister. » Je ne l'ai jamais été. Et maintenant, je ne sais pas comment exister sans les combines, sans son contrôle. J'ai dit à Jessica que je ne pouvais plus l'aider, mais que je paierais pour une consultation avec un avocat si elle voulait tout avouer et s'éloigner de ma mère. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Il y a 1 heure, ma mère s'est présentée chez moi, hurlant devant la porte. Je ne l'ai pas ouverte. Les caméras l'ont filmée admettant les fraudes, disant que je leur devais parce que j'avais échappé à la lutte familiale. Elle a dit que si je les signalais, elle dirait à tout le monde que j'avais abusé des enfants de Jessica, qu'elle ferait en sorte que je ne travaille plus jamais dans cette ville, qu'elle détruirait également la réputation de Sarah. J'ai appelé la police. Elle a été arrêtée pour intrusion et menace. Je suis assis ici maintenant dans ma maison pour laquelle j'ai travaillé si dur, réalisant que toute ma structure familiale était construite sur des mensonges et des manipulations. La femme qui m'a élevée est une criminelle récidiviste qui a fait de ma sœur sa complice. Le père que je pensais nous avoir abandonnés a en fait été chassé. La famille qui me traitait d'égoïste est soit complice, soit victime elle-même. Sarah a été incroyable à travers tout cela. Elle m'a aidé à organiser toute la documentation, elle est restée avec moi pour ma sécurité, et son frère, un policier, nous a conseillé sur les mesures de sécurité. Elle a dit quelque chose de profond hier soir, « Ta vraie réussite n'est pas d'avoir acheté cette maison, Nathan. C'est d'être le seul à briser le cycle. » Demain, je rencontre Maître Chen pour discuter des prochaines étapes. Nous déposerons des rapports auprès des agences appropriées concernant la fraude. J'obtiendrai également une ordonnance restrictive contre ma mère et éventuellement Jessica, selon ce qu'elle décidera. Je ferai une mise à jour quand il y aura plus à partager. Pour l'instant, j'essaie juste de digérer le fait que toute l'histoire de ma vie, la lutte, l'abandon, la culpabilité a été fabriquée par une manipulatrice de génie qui se trouvait être ma mère. Dernière mise à jour, 2 semaines plus tard. Ce sera ma dernière mise à jour sur cette situation. Les 2 dernières semaines ont été un tourbillon de procédures judiciaires, de révélations familiales et finalement de résolutions. Après mon dernier message, les choses ont évolué rapidement. Les preuves que j'avais compilées avec Maître Chen étaient accablantes. Nous avons soumis des rapports au bureau du procureur pour enquête sur la fraude, au service de protection de l'enfance pour le bien-être des enfants, à l'IRS pour fraude fiscale, et à 3 départements d'aide sociale différents. L'enquête a progressé plus vite que prévu car, il s'avère, ma mère et Jessica étaient déjà sous surveillance pour activités suspectes. 3 églises différentes avaient comparé leurs notes et les avaient signalées. David, l'homme que Jessica arnaquait pour la pension alimentaire, avait récemment engagé un détective privé qui avait découvert la vérité. Même le bureau d'aide sociale avait signalé des irrégularités.
Voici ce qui s'est passé. Accusation criminelle. Ma mère a été inculpée de fraude aux allocations sociales, délit, d'évasion fiscale, de complot en vue de commettre une fraude, et d'usurpation d'identité. Ils ont trouvé des preuves d'autres victimes. De menaces terroristes d'après son délire enregistré chez moi. Jessica a été inculpée de fraude aux allocations sociales, de dépôt de faux rapports de police, la fausse ordonnance restrictive, d'ingérence dans la garde d'enfants pour avoir caché les enfants à leur père légitime, et de fraude à la pension alimentaire. Toutes deux sont sous caution en attendant leur procès. Ma mère risque une lourde peine de prison, probablement 5 à 10 ans compte tenu de l'ampleur et de la durée de la fraude. Jessica risque 2 à 5 ans, mais pourrait obtenir une libération conditionnelle si elle coopère. Les enfants. C'était ma plus grande préoccupation. Les services de protection de l'enfance ont mené une enquête complète et, bien que les enfants n'aient pas été physiquement maltraités, ils vivaient dans des conditions terribles. Le sous-sol avait des moisissures noires, ironiquement, rendant le faux rapport au service de protection de l'enfance partiellement vrai. Les enfants étaient entraînés à mentir sur leur situation de vie, et Emma, l'aînée, montrait des signes d'anxiété sévère à force de garder des secrets de famille. Jacques, le père biologique d'Emma, se battait pour la garde depuis des années, mais Jessica disparaissait toujours lorsque les dates d'audience arrivaient. Il a maintenant la garde temporaire d'Emma. Robert, le père de Michel, a été localisé dans une autre région. Il ne savait même pas que Michel existait. Jessica avait utilisé un faux nom avec lui. Il établit la paternité et veut s'impliquer. David, qui payait pour Olivia, n'est pas son père biologique comme on le soupçonnait. Mais, coup de théâtre inattendu, il veut toujours aider. Il a créé un petit fonds fiduciaire pour l'éducation d'Olivia, disant qu'aucun enfant ne devrait souffrir pour les crimes de ses parents. La mère de Brandon, Linda, s'est manifestée. Malgré tout ce qui s'est passé avec Brandon, elle a demandé la garde temporaire de Michel et Olivia, puisque Brandon est le père de Michel et que Robert a besoin de temps pour établir sa situation. C'est une bonne femme qui essayait d'aider Jessica à échapper à Brandon depuis des années. La décision de Jessica. Après l'arrestation de Brandon, Jessica a finalement craqué. Elle a accepté de coopérer avec les autorités en échange d'un accord de plaidoyer. Elle est en thérapie maintenant, payée par un programme d'aide aux victimes. Elle m'a dit qu'elle était soulagée que ce soit fini, que vivre dans la peur constante d'être attrapée la détruisait. Elle a admis que ma mère la contrôlait depuis l'enfance, que chaque décision majeure de sa vie était orchestrée par ma mère pour un gain financier. Les grossesses, les hommes qu'elle fréquentait, même l'abandon du lycée technique, toutes les idées de ma mère pour maximiser l'aide gouvernementale et la pension alimentaire. D'une manière étrange, je la plains. Elle n'a jamais eu la chance d'être elle-même. La réaction de ma mère. Ma mère a coupé tout contact avec moi, ce qui est honnêtement un soulagement. Mais j'ai entendu d'autres membres de la famille qu'elle raconte des histoires folles sur le fait qu'elle a été piégée, que j'ai monté des preuves, que Jessica a menti pour se sauver. Tante Patricia a finalement vu la vérité lorsque les preuves sont devenues publiques. Elle m'a appelé en sanglots, s'excusant de ne pas l'avoir vue plus tôt. Elle a admis que ma mère lui avait emprunté plus de 50 000 € au fil des ans pour diverses urgences qu'elle réalise maintenant être des mensonges. L'implication de mon père. Mon père m'a soutenu tout au long de cette épreuve. Il est venu me voir et nous avons eu une longue conversation sur tout. Il m'a montré des documents judiciaires du divorce. Ma mère l'avait accusé d'abus, avait affirmé qu'il cachait des biens, avait même suggéré qu'il avait touché Jessica de manière inappropriée, ce qui était entièrement fabriqué. Il a dit que le plus difficile était de savoir qu'elle nous empoisonnait contre lui, mais qu'il était incapable de se battre sans ressembler à un ex-mari amer. Il s'est remarié il y a 5 ans, a 2 jeunes fils et s'est construit une belle vie. Il m'a invité à lui rendre visite pour rencontrer mes demi-frères. C'est compliqué, mais nous travaillons à reconstruire quelque chose. Ma maison. Les dégâts que Jessica et Brandon ont causés ont été réparés. L'assurance a couvert la majeure partie après que j'ai déposé une plainte pour vandalisme. J'ai même apporté des améliorations, un meilleur système de sécurité, des portes renforcées, la conversion du garage en une véritable salle de sport à domicile. Le drame de quartier s'est calmé. Richard, mon voisin,
m'a dit qu'il se doutait de quelque chose quand ma mère posait des questions, mais qu'il ne voulait pas s'impliquer dans un drame familial. Il a continué à surveiller, ce qui me donne la tranquillité d'esprit. Allez de l'avant. Sarah et moi sommes plus forts que jamais. La voir me soutenir à travers tout cela m'a montré à quoi ressemble une vraie famille. Des gens qui vous soutiennent parce qu'ils le choisissent, pas parce qu'ils veulent quelque chose. Nous prévoyons même de nous fiancer bientôt. Sa famille m'a complètement adopté. Sa mère, Chantal, a dit quelque chose qui m'a marqué. La famille, ce n'est pas le sang, Nathan. C'est ceux qui sont là quand la vie devient difficile. Je suis en thérapie maintenant, travaillant sur des décennies de manipulation et de culpabilité. Mon thérapeute dit que je présente des signes de SSPT complexe, syndrome de stress post-traumatique complexe, pour avoir grandi dans un environnement aussi toxique. C'est un travail difficile, mais je comprends enfin que mon succès n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. J'ai également rencontré d'autres survivants d'abus financiers familiaux grâce à un groupe de soutien. Entendre leurs histoires m'a aidé à réaliser à quel point c'est courant. Combien de personnes sont piégées dans ces cycles de manipulation et d'exploitation? Les conséquences. L'enquête a révélé que ma mère et Jessica avaient fraudé diverses agences et individus de plus de 200 000 € au cours de la dernière décennie. Ma mère avait même contracté des cartes de crédit à mon nom quand j'étais à l'université, que je dois maintenant contester. Plusieurs des mouches du coche de ma mère m'ont contacté pour s'excuser. Le fils de Carole, l'avocat, a été horrifié quand il a appris la vérité et s'est personnellement excusé d'avoir pris l'affaire sans diligence raisonnable. Il m'a même aidé à me mettre en contact avec des ressources pour les victimes de fraude. Les enfants vont mieux. Emma est en thérapie et s'épanouit avec Jacques. Michel et Olivia s'adaptent à la vie avec Linda. Jessica a des visites supervisées pour l'instant. C'est déchirant d'en arriver là, mais ses enfants ont enfin une chance d'avoir une vie stable. Leçons apprises. Avec le recul, les signaux d'alarme étaient toujours là. Les urgences financières constantes, la culpabilisation concernant l'obligation familiale, la façon dont ma mère nous isolait de la famille de mon père. Comment elle se présentait toujours, elle et Jessica, comme des victimes. Et le manque de responsabilité pour toute mauvaise décision. J'ai appris que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Que soutenir sa famille ne signifie pas encourager des comportements destructeurs. Que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de dire non. Pour toute personne confrontée à des situations similaires, documentez tout. Faites confiance à votre instinct. Ne laissez pas la culpabilité l'emporter sur votre bon sens. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable des choix des autres, même s'ils font partie de votre famille. Ma maison est paisible maintenant. Les serrures sont changées. Les caméras tournées, pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment libre. J'ai travaillé dur pour cette vie et je ne m'excuse plus de la protéger. Merci à tous ceux qui ont commenté mon message original. Votre validation et vos conseils m'ont donné la force de rester ferme quand tout le monde autour de moi disait que j'avais tort. Vous m'avez aidé à voir que je n'étais pas fou, que mes instincts étaient justes. Parfois, la famille que l'on choisit est meilleure que la famille dans laquelle on est né. Et parfois, couper les gens toxiques de sa vie, ce n'est pas abandonner, c'est grandir. Ici Nathan, je me déconnecte. Il est temps de vivre ma vie sans le chaos.